Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de correction du concours commun d'accès aux facultés de médecine, dentaire et pharmacie de l'année 2024 au Maroc en SVT. Sachez que c'est une vidéo du site www.prepsvt.com qui est un site de préparation au concours en SVT, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On vous y propose des vidéos de cours conformes au cadre référentiel, des QCM de cours corrigés, des anciens concours classés par chapitre et corrigés proposition par proposition, mais aussi des concours blancs ainsi que des e-books de préparation. Alors, la première question concerne la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Proposition A, le cycle de Krebs produit NADH+, H+, FADH2, CO2 et l'acétylcoenzyme A. C'est une proposition fausse car l'acétylcoenzyme A est un réactif du cycle de Krebs et non pas un produit de ce dernier. La fermentation lactique produit l'acide lactique, le CO2 et l'ATP. C'est une proposition fausse dans le sens où le CO2 n'est produit que pendant la fermentation alcoolique. Dans la mitochondrie, les processus d'oxydoréduction permettent la régénération de l'ATP. C'est une proposition correcte. La chaîne respiratoire permet la réduction du NAD+, et du FAD+. C'est une proposition fausse, tout simplement car c'est une oxydation du NADH+, et du FADH2, et non pas une réduction. Au cours du transfert des électrons par la chaîne respiratoire, il y a un pompage des protons H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale. C'est une proposition fausse car il y a un pompage des protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Deuxième question, lors du catabolisme aérobie, la plus grande partie du CO2 est libérée pendant, c'est une question de cours, la plus grande partie du CO2 est libérée pendant le cycle de Krebs. Lors d'un exercice physique intense et de courte durée, l'utilisation de la glycolyse anaérobie pour produire de l'ATP par les muscles conduit à. Tout d'abord, dans l'énoncé, on nous parle de glycolyse anaérobie. Et quand on nous parle de glycolyse anaérobie, on se réfère directement à la fermentation. Donc, si on lit la proposition A, la production d'une grande quantité d'ATP et d'acide lactique, c'est faux, car la fermentation permet une production d'une petite quantité d'ATP, c'est la respiration ou encore la glycolyse aérobie qui permet la production d'une grande quantité d'ATP. La production d'une faible quantité d'ATP et d'acide lactique, ce dernier s'accumule dans les muscles et contribue à la fatigue musculaire, c'est parfaitement correct, et notez bien que l'accumulation d'acide lactique dans le muscle entraîne une sensation de brûlure, de crampe musculaire à l'origine d'une fatigue musculaire. La production de l'acide pyruvique qui va se convertir en acétylcoenzyme A, ce dernier va entrer dans le cycle de Krebs, c'est faux, c'est un processus qui concerne la respiration et non pas la fermentation. La production de l'acide lactique qui va se transformer en CO2 et en eau au niveau de la chaîne respiratoire, c'est complètement faux. L'augmentation de la production d'ATP et d'acide lactique, ce dernier sera utilisé pour la synthèse des protéines musculaires, c'est complètement faux et hors contexte. L'insuline correspond à une hormone synthétisée par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. C'est une proposition fausse dans la mesure où l'insuline est produite par les cellules bêta et non pas alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Ce sont des petites cellules pancréatiques spécialisées dans la production d'une hormone qui est l'insuline. Donc la proposition A est une proposition fausse. Correspond à une hormone hyperglycémiante, c'est complètement faux dans le sens où l'insuline baisse la glycémie ou encore le taux de sucre dans le sang, c'est donc une hormone hypoglycémiante et non pas hyperglycémiante. Est constituée de 15 acides aminés, c'est une proposition fausse. L'insuline est constituée de 51 acides aminés. La production de l'insuline repose sur le principe de la transcription de l'ARN messager en ADN complémentaire par la transcriptase inverse. C'est correct et c'est d'ailleurs le principe utilisé dans le cadre du génie génétique pour produire l'insuline. La production de l'insuline est réalisée en synthétisant 3 chaînes peptidiques, c'est faux car l'insuline est formée de 2 chaînes peptidiques, une chaîne A constituée de 21 acides aminés et une chaîne B constituée de 30 acides aminés reliés entre elles par 2 ponts disulfure. Ce sont des ponts qui relient justement les 2 chaînes peptidiques de l'insuline. Si vous vous rappelez de cette illustration qu'on a vue au cours du cours, eh bien l'insuline baisse la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang.
Certaines personnes souffrent de diabète. Le diabète correspond en fait à une accumulation de sucre au niveau du sang. C'est une augmentation de la glycémie. Et dans certaines situations, cette augmentation de la glycémie est liée à un déficit de production d'insuline. Comment on va pallier à ça? On va pallier à ça tout simplement en injectant de l'insuline synthétique. Et comment on obtient cette insuline synthétique? On l'obtient tout simplement grâce au génie génétique, d'où l'intérêt de ce processus de transcription inverse de l'ARN messager en ADN complémentaire afin d'isoler le gène responsable de la synthèse de l'insuline. L'ADN polymérase correspond à une enzyme qui sépare les deux brins de la double hélice d'ADN. C'est faux, il s'agit de l'hélicase et non pas de l'ADN polymérase. Correspond à une protéine de déstabilisation de l'hélice. C'est faux. Permet de synthétiser un nouveau brin d'ADN à partir du brin matrice. C'est parfaitement correct. Permet la transcription de l'ADN en ARN, c'est faux, c'est l'ARN polymérase et non pas l'ADN polymérase. Permet de casser les liaisons hydrogènes, c'est complètement faux et c'est encore une fois le rôle de l'hélicase. En ce qui concerne la gale du collet, la maladie est provoquée par la chaleur élevée, c'est faux. Elle est liée à l'Agrobacterium tumefaciens, donc la proposition B est correcte. La maladie est due à une tuméfaction inflammatoire, c'est faux. C'est pas lié à un phénomène inflammatoire, c'est lié à une synthèse d'opines. Les opines ne sont pas des substances sécrétées par la cellule pour se défendre contre l'agent pathogène, mais ce sont des ressources énergétiques de la cellule végétale qui sont produites pour augmenter la multiplication de ces cellules végétales à l'origine justement d'une tuméfaction. C'est ce qu'on appelle la gale du collet. Après la mort des cellules infectées, les agents pathogènes subissent une nécrose. C'est faux, c'est pas le cas. Le karyotype standard est un examen qui permet de détecter les anomalies chromosomiques de structure de grande taille. C'est une proposition correcte. Est un examen qui met en évidence une mutation d'un gène. C'est une proposition fausse. Correspond à l'examen de référence pour confirmer la myopathie de Duchenne. C'est faux, car la myopathie de Duchenne est une mutation génétique. C'est la mutation d'un gène. Ce gène s'appelle le gène DND. Et la mutation d'un gène n'est absolument pas décelable grâce au karyotype. On a besoin de techniques de biologie moléculaire pour déceler les mutations génétiques. Repose sur le principe de complémentarité pour révéler les anomalies, c'est faux, dans la mesure où le principe de complémentarité pour révéler les anomalies est utilisé par une technique de biologie moléculaire. C'est une technique particulière qu'on appelle la FISH. C'est une hybridation in situ en fluorescence. C'est ce que je vous montre à travers ce schéma. Tout commence par un marquage fluorescent d'une sonde d'ADN. C'est une petite séquence d'ADN qui est complémentaire à la séquence d'ADN qu'on recherche. Donc si on veut par exemple rechercher une séquence d'ADN et donc un fragment d'ADN, on va choisir un fragment d'ADN complémentaire contenant les bases azotées complémentaires. On marquera ce fragment d'ADN par une sonde fluorescente et lorsque le fragment d'ADN recherché est présent, on aura une hybridation avec la sonde et émission d'une fluorescence et c'est justement cette fluorescence qui nous permet de confirmer la présence ou l'absence du gène recherché au niveau du génotype. Correspond à la génération de quantités importantes d'une séquence donnée d'ADN à partir de l'ADN total d'une cellule. C'est faux, c'est le principe de la PCR, c'est la polymérase chain reaction. En fait, c'est une technique qui permet d'amplifier les fragments d'ADN et d'obtenir 2 puissance n copies d'un fragment d'ADN, n étant le nombre de cycles de PCR. La mucoviscidose est une maladie polygénique, c'est faux, c'est une maladie monogénique liée à la mutation d'un seul gène et non pas de plusieurs gènes, est une maladie autosomique dominante, c'est faux, c'est une maladie autosomique récessive. Ces manifestations sont dues à une viscosité trop basse du mucus, c'est faux, c'est le contraire, c'est une viscosité élevée du mucus qui est à l'origine notamment de troubles digestifs mais aussi respiratoires notamment. La maladie résulte de différentes mutations d'un gène localisé sur le chromosome 17. C'est faux, ce gène est situé sur le chromosome 7. Avec quel mode de transmission l'arbre généalogique suivant est-il compatible? Donc la première chose qu'on voit sur cet arbre généalogique, c'est la présence d'une femme malade. On peut donc d'emblée éliminer la proposition E. La transmission n'est pas liée au chromosome Y. On suppose maintenant que la transmission est liée au chromosome X, qu'elle soit dominante ou récessive. On cherche la transmission mère-fils ou père-fils. Or, ce qu'on voit sur l'arbre généalogique, c'est qu'aucun des enfants n'est malade, sachant que les deux parents sont malades. On n'a donc ni transmission mère-fils, ni transmission père-fils. On comprend alors que c'est une maladie
autosomique. Reste à savoir si elle est récessive ou dominante. Alors, si c'est une maladie récessive, eh bien forcément tous les enfants de parents malades le seront, car on est dans le cadre d'une maladie autosomique. Si elle est récessive, les deux parents transmettront l'allèle récessif responsable de la maladie. Tous les enfants se retrouveront avec deux allèles récessifs et donc seront malades. Ce qui n'est pas le cas sur l'arbre généalogique, c'est donc un mode autosomique dominant. La proposition B est la proposition correcte. En ce qui concerne la molécule de l'hémoglobine, les gènes qui codent pour la bêta-globine et l'alpha-globine sont localisés tous les deux sur le chromosome 16. C'est une proposition fausse dans le sens où le gène codant pour la bêta-globine est situé sur le chromosome 11. Au niveau du globule rouge, on note la présence de deux globines alpha et d'une globine bêta. C'est faux, on a deux globines bêta et deux globines alpha. L'hémoglobine est constituée uniquement d'un groupement protéique, c'est faux, dans le sens où l'hémoglobine est constituée d'hème et de globine. L'hème est une partie non protéique qui contient l'ion ferreux Fe2+, et c'est justement cet ion qui permet la fixation de l'oxygène. L'hémoglobine contient aussi la globine, qui est la fraction protéique de l'hémoglobine. La synthèse incomplète de la bêta-globine donne la bêta-thalassémie. C'est une proposition correcte dans le sens où il existe deux types de thalassémie, l'alpha-thalassémie et la bêta-thalassémie. L'alpha-thalassémie est liée à une synthèse incomplète de l'alpha-globine. La bêta-thalassémie est liée à un défaut de synthèse de la bêta-globine. L'alpha-globine est constituée de 476 acides aminés. C'est une proposition fausse. L'alpha-globine est constituée de 141 acides aminés. À propos de l'hémophilie, c'est une maladie récessive liée à X, c'est la proposition correcte. C'est une maladie liée à Y, c'est faux. Le gène responsable est présent sur le chromosome 8, c'est faux. Le gène est présent sur le chromosome X. Chez les filles porteuses de la mutation du gène en question, une simple blessure entraîne toujours une hémorragie mortelle, c'est faux. Les filles porteuses de la maladie n'ont aucun symptôme car elles sont hétérozygotes. Le gène normal l'emporte sur le gène récessif responsable de la maladie. Les garçons porteurs de la mutation du gène en question ne manifestent pas les symptômes de la maladie, c'est faux. Ils sont très malades, c'est donc le contraire avec la proposition D. Il faut savoir que dans le cadre d'une maladie récessive liée à X, plus de garçons sont touchés que les filles, et sachez aussi que les garçons ont des symptômes beaucoup plus graves que les filles. Les filles sont plutôt conductrices et donc hétérozygotes ou encore porteuses de la maladie. Elles sont dans ce cas asymptomatiques, mais elles sont susceptibles de transmettre la maladie à la descendance et particulièrement aux fils. À propos des organes lymphoïdes et de l'origine des cellules immunitaires. Donc avant de passer à la réponse à la question, on va faire un petit rappel par rapport à la formation et à la maturation des cellules immunitaires. Tout commence au niveau de la moelle osseuse où on a la formation de la lignée lymphoïde constituée des lymphocytes B et des lymphocytes T. Il faut savoir que les lymphocytes B sont formés, mais ils subissent également une maturation directement au niveau de la moelle osseuse. Les lymphocytes T, quant à eux, sont uniquement formés. Ils ne subissent pas de maturation au niveau de la moelle osseuse. Ils ont besoin d'en sortir et de subir une maturation au niveau du thymus. Pour vous en rappeler, T comme thymus. Donc si on voit la proposition A, la maturation des lymphocytes B a lieu dans le thymus, c'est faux, c'est la maturation des lymphocytes T. Pour la proposition B, la maturation des lymphocytes T a lieu dans la moelle osseuse, c'est faux, c'est celle des lymphocytes B. La formation des lymphocytes T a lieu dans le thymus, c'est faux, c'est leur maturation qui a lieu dans le thymus. La formation des lymphocytes B a lieu dans la moelle osseuse, c'est une proposition correcte. Seuls les lymphocytes T regagnent les ganglions lymphatiques après leur formation et maturation, c'est complètement faux, parce que les lymphocytes B, une fois sortis de la moelle osseuse, se dirigent vers les ganglions lymphatiques. Les lymphocytes T, une fois maturés au niveau du thymus, se dirigent eux aussi vers les ganglions lymphatiques. Le rejet d'une greffe est une réaction immunitaire non spécifique. C'est faux, c'est une réaction immunitaire spécifique dirigée contre les antigènes du donneur, c'est-à-dire des antigènes situés à la surface du greffon, et facilitée par une injection de sérum provenant d'un individu ayant déjà rejeté la même greffe. C'est faux, ne peut se produire en l'absence du complément. C'est faux, c'est une réaction immunitaire spécifique et donc elle n'a pas besoin du complément. Se produit lorsque le CMH du donneur et du receveur sont différents, c'est correct. Le rejet de greffe se fait en l'absence d'histocompatibilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compatibilité entre le CMH du donneur et du receveur, ce qui fait que le receveur considérera le greffon comme appartenant au non-soi et initiera une réponse immunitaire spécifique à l'origine d'un rejet. Est une réaction immunitaire
immunitaire à médiation humorale, c'est faux, c'est une réaction immunitaire à médiation cellulaire. La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire repose essentiellement sur l'activation des lymphocytes B, c'est faux, elle repose sur l'activation des lymphocytes T, nécessite une coopération entre les macrophages, les lymphocytes T4 et les lymphocytes B, c'est faux, elle nécessite une coopération avec les lymphocytes T et non pas les lymphocytes B, nécessite une différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, c'est faux, c'est le concept de la réaction immunitaire à médiation humorale. Pour la réaction à médiation cellulaire, c'est la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques qui est importante. Mais en jeu l'interleukine 2 sécrété par les lymphocytes T4 et les lymphocytes T helper, c'est correct, cette interleukine est indispensable à la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Mais en jeu la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocytes T cytotoxiques, c'est faux, ce sont les lymphocytes T8 qui se différencient en lymphocytes T cytotoxiques et non pas les lymphocytes T4.